étudier véritablement l'homme. La révolution cognitive, mon point de départ pour le présent ouvrage, avait l'ambition de ramener l'esprit dans le giron des sciences humaines, d'où l'avait chassé le long hiver glacé de l'objectivisme. Mais je n'entonnerai pas l'air du progrès en marche, car à mes yeux du moins, cette révolution s'est maintenant fourvoyée dans des chemins de traverse, loin de l'élan qui lui a donné le jour. De fait, elle a été technicisée de telle manière que cette impulsion originelle en a été compromise. Faut-il pour autant conclure à l'échec? Loin s'en faut. La science cognitive, à la bourse des valeurs académiques, doit certainement compter parmi les actions qui croissent le plus vite, mais elle a été victime de son succès et de sa virtuosité technologique, au point que des critiques, certes peu complaisants, ont pu aller jusqu'à dire que le triomphe technique de la nouvelle science, rejetons de cette révolution, n'a été acquis qu'au prix d'une déshumanisation du concept même d'esprit tel qu'elle prétendait réintroduire dans la psychologie. Cette dernière n'aurait jamais été plus éloignée des autres sciences humaines et des humanités. Nous reviendrons sur le débat en suivant un cheminement que j'aimerais présenter rapidement. Après avoir retracé sommairement l'historique de la révolution cognitive, je voudrais esquisser les grandes lignes de ce qui pourrait lui redonner son élan, une approche de la cognition plus interprétative qui mette au centre la construction de la signification. Cette démarche est précisément celle qui s'est développée ces dernières années en anthropologie, en linguistique, en philosophie, en théorie littéraire et en psychologie, à vrai dire partout où se portent nos regards. J'y retrouve souvent l'élan que nous avions imprimé à la première révolution cognitive. Dans les chapitres suivants, je m'efforcerai de peaufiner cette esquisse, en puisant dans les recherches qui tentent de préciser les frontières entre la psychologie et les sciences humaines qui la côtoient, recherches qui retrouvent ce que j'ai appelé l'impulsion originelle de la révolution cognitive. Que signifiait pour nous cette révolution dans les années 50 ? C'était un effort acharné pour mettre la signification au centre de la psychologie. Ni le couple stimulus-réponse, ni les comportements observables, ni les déterminants biologiques et leur transformation, la signification. Il ne s'agissait donc pas d'une révolte anti-behavioriste qui se serait limitée à transformer le behaviorisme en lui adjoignant une dose de mentalisme. Edmond Tolman s'y était essayé sans grand succès. Notre ambition était plus radicale. Nous voulions découvrir et décrire formellement les significations que l'être humain crée au contact du monde et émettre des hypothèses sur les processus à l'œuvre dans cette création. Nous voulions étudier les activités symboliques que l'homme utilise pour construire et donner un sens au monde qui l'entoure et à sa propre existence. Il s'agissait par conséquent de pousser la psychologie à s'unir aux disciplines interprétatives voisines dans les sciences humaines. En fait, même si l'on peut avoir l'impression d'une science cognitive tout entière tournée vers l'informatique, c'est bien ce qui s'est produit. D'abord lentement, puis de plus en plus vigoureusement. Aujourd'hui, on ne compte plus les centres de psychologie culturelle, d'anthropologie ou de linguistique cognitive. Globalement, des forces considérables se sont engagées dans une réflexion sur la philosophie de l'esprit et du langage, entreprise qui n'a d'équivalent que dans l'œuvre de Kant. Signe des temps, les deux conférenciers invités aux sessions Jérusalem-Harvard de l'année universitaire 1989-90 représentent chacun à leur manière ce qui devient une tradition, le professeur Gay Hertz en anthropologie et moi-même en psychologie. À l'origine, la révolution cognitive avait envisagé d'unir les efforts de la psychologie à ceux de l'anthropologie, de la linguistique, de la philosophie, de l'histoire et du droit. Le conseil consultatif du Centre pour les sciences cognitives de Harvard réunissait dans les premières années une brochette de spécialistes qui expriment bien cette aspiration. On y trouvait un philosophe, Keane, un historien des idées, Stuart Hughes, et un linguiste, Roman Jacobson. Ces réunions de travail rassemblaient à peu près autant de philosophes, d'anthropologues et de linguistes que de psychologues, parmi lesquels un interprète du nouveau constructivisme aussi prestigieux que Nelson Goodman. Des membres distingués de la faculté de droit ont fréquenté nos colloques. L'un d'eux, Paul Freund, expliquait d'ailleurs
Il nous retrouvait parce que nous nous intéressions à la manière dont les règles, au sens que ce mot a pour les grammairiens plutôt que pour les scientifiques, influaient sur l'action des hommes, préoccupation proche de celle de la jurisprudence. Il doit être bien clair que nous n'entendions pas réformer le behaviorisme, nous voulions le remplacer. Mon collègue Georges Miller dira quelques années plus tard « Nous avons épinglé notre nouveau credo à notre porte et nous avons attendu de voir ce qui se produirait. Tout s'est très bien passé, si bien même que nous avons peut-être fini par être victimes de notre propre succès. » Nous laisserons aux historiens des idées le soin de retracer ce qu'il est advenu dans l'histoire intellectuelle du dernier quart de siècle, de cette impulsion originelle de la révolution cognitive et comment elle s'est fragmentée et technicisée. Relevons simplement quelques jalons qui donneront une idée du terrain intellectuel sur lequel nous évoluions tous. Ainsi, petit à petit, l'accent s'est déplacé de la signification à l'information et de la construction de la signification au traitement de l'information. Ce sont pourtant des choses bien différentes. À l'origine de ce glissement, une métaphore qui est devenue dominante, celle de l'ordinateur. C'est à cette aune que l'on a fini par juger qu'un modèle théorique était valable. L'information ne s'intéresse pas à la signification. En termes informatiques, l'information contient un message précodé dans le système. Le sens précède le message. Il n'est pas produit par l'ordinateur. Il n'en relève nullement. Le traitement de l'information consiste à inscrire des messages à une adresse dans la mémoire ou à aller y chercher selon des instructions transmises par une unité centrale. On peut aussi les entreposer momentanément dans une mémoire tampon. Enfin, il s'agit de les manipuler selon des procédures bien déterminées. L'information précodée est rangée, ordonnée, combinée, comparée. Le système qui gère l'ensemble est indifférent à la nature de ce qui est stocké. Peu lui importe qu'il s'agisse de mots épars, de vers de Shakespeare ou de nombres puisés au hasard dans une table numérique. Selon la théorie informatique classique, un message est informatif s'il permet de restreindre les possibilités de choix. Cela implique que l'on ait établi préalablement un code des choix possibles. Ces possibilités et les procédures qui permettent d'y accéder sont traitées selon la syntaxe du système. L'information telle qu'elle est comprise ici ne rencontre la signification qu'à la manière de ce qui se passe pour un dictionnaire. Elle donne accès à des informations lexicales emmagasinées dans des adresses codées. D'autres opérations sont comparables au Scrabble ou aux anagrammes. On permute un ensemble d'entrées pour en vérifier la validité selon un certain critère. Cependant, le traitement de l'information ne peut aller au-delà d'entrées bien définies et arbitraires, capables de nouer entre elles des relations bien précises sous les ordres d'un programme d'opérations élémentaires. Un système de ce type ne s'accommode pas de ce qui est vague, polysémique, des associations métaphoriques ou des connotations. Si d'aventure il semble y parvenir, c'est l'effet du hasard. Le traitement de l'information exige une planification rigoureuse et des règles précises. Il n'a que faire de questions oiseuses comme comment le monde est-il organisé dans l'esprit d'un musulman fondamentaliste, ou en quoi le concept de moi diffère-t-il dans la Grèce d'Homère et dans la société post-industrielle. Il leur préfère des questions comme quelle est la stratégie optimale de contrôle de l'information qui garantira à un opérateur qu'un véhicule restera sur une orbite prédéterminée. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur la signification et sur les processus qui lui donnent naissance. Ils sont régulièrement éloignés de ce qu'il est convenu d'appeler traitement de l'information. Un tel dérapage n'a rien de surprenant. La révolution informatique n'a rien épargné. De plus, la psychologie et les sciences humaines, en général, sont extrêmement sensibles, parfois trop, aux besoins exprimés par la société. La recherche en psychologie a toujours manifesté une grande disponibilité intellectuelle pour redéfinir l'homme et son esprit au gré des nouvelles sollicitations sociales. Comment éviter que, dans ces conditions, l'intérêt se soit déporté de l'esprit et de la signification vers l'ordinateur et l'information? De fait, dès le début des années 50, l'ordinateur et la théorie de la computation ont servi de métaphore principale dans le traitement de l'information. Dans un domaine précis, à partir de catégories de signification suffisamment bien établies pour être codées, un ordinateur habilement programmé peut faire des merveilles
en réduisant au minimum les opérations nécessaires au traitement de l'information. C'est le paradis technologique. Il n'a pas fallu longtemps pour que le traitement par ordinateur devienne le modèle de l'esprit. En lieu et place du concept de signification s'est installé celui de computabilité. On a très vite identifié les processus cognitifs au programme que l'on pouvait faire tourner sur un ordinateur. On cherchait à comprendre la mémoire ou les processus qui mènent à un concept. Un programme informatique semblait permettre de simuler de manière réaliste la conceptualisation ou la mémorisation humaine. La découverte révolutionnaire de Turing est venue conforter cette conception. Tout programme informatique, quelle qu'en soit la complexité, peut être imité par une machine programmable universelle qui met en jeu un ensemble fini d'opérations primitives. Si l'on prend l'habitude de penser à ces programmes complexes comme à autant d'esprits virtuels, l'expression est de Daniel Dennett, il ne reste plus qu'un pas à franchir minime mais fondamental pour accepter l'idée que l'esprit réel et les processus qui s'y déroulent sont comparables aux esprits virtuels et qu'ils peuvent ainsi être expliqués. Ce nouveau réductionnisme a autorisé un libéralisme étonnant. Les partisans de l'ancienne théorie de l'apprentissage par stimuli répondent ceux de la mémoire par association. Tous ont pu trouver place dans la révolution cognitive. Il leur a suffi d'appliquer à leur vieux concept la terminologie en vogue, empruntée au traitement de l'information. Il n'était même pas nécessaire d'adopter les concepts de signification, d'opération mentale. On remplaçait stimulus par entrée et réponse par sortie. On gommait tout ce qu'il y a d'affectif en évoquant le feedback contrôlé des sorties du système, et le tour était joué. Tout programme informatique devenait un esprit. Dans un premier temps, cette conception de l'esprit, qui a quelque chose du calembour, n'a pas soulevé parmi les behavioristes d'apparemment converti le traditionnel vent de panique qui agitait les anti-mentalistes. Progressivement, pourtant, les vieilles controverses familières sont réapparues, revêtues de nouveaux oripeaux. Le débat sur ce que l'on a appelé l'architecture de la cognition les ont ranimés. Fallait-il y voir des structures hiérarchisées, comparables aux règles de grammaire, qui permettraient d'accepter, de rejeter ou de combiner les entrées? Fallait-il, au contraire, la concevoir comme un réseau connexionniste non hiérarchisé avec un contrôle parfaitement distribué, comme dans les modèles PDP, Parallel Distributed Processing, bien plus proche de la vieille doctrine associationniste à laquelle aurait manqué toutefois la synthèse très féconde qu'en a proposé Herbart. La première tendance renvoyait à la tradition rationaliste mentaliste en psychologie. Elle n'avait aucun mal à se mouvoir entre esprit virtuel et réel. La seconde représentait un nouvel avatar de ce dont Gordon Allport se gaussait en parlant d'empirisme nébuleux. Sur la côte est, on utilisait des termes comme règles, grammaire. Sur la côte ouest, on refusa de participer à ce mentalisme simulé. On retrouva bien vite le champ de bataille familier. Seule différence, les engins qui le sillonnaient allaient beaucoup plus vite et leur puissance formelle semblait infiniment supérieure. Mais s'agissait-il d'esprit ou de théorie informatique? Les deux camps renvoyaient à un futur indéterminé la réponse à cette question cruciale. Et si vous insistiez pour la poser, on vous répondait invariablement que l'avenir dirait si le vil plomb pouvait être transformé en or. En adoptant la computation comme métaphore fondamentale, en acceptant que la computabilité soit le critère de validité d'une théorie, la science cognitive naissante ne pouvait échapper au malaise traditionnellement provoqué par le mentalisme. Si l'on admettait que l'esprit pouvait être comparé à un programme, quelle était la place des opérations mentales? On ne peut les réduire aux données objectives de l'informatique. Elles font appel à des indices subjectifs. Si l'on entend par esprit l'intentionnalité d'état comme croire, désirer, poursuivre un objectif, comprendre une signification, le nouveau système ne lui laissait aucune place. Les clameurs qui s'étaient d'abord tus ne tardèrent pas à résonner de nouveau. La nouvelle science devait bannir l'intentionnalité. On n'atteignit probablement jamais, au plus beau jour du behaviorisme, un zèle antimentaliste comparable à celui que manifesta Stefan Stick dans son From Folk Psychology de Cognitive Science. Les efforts diplomatiques ne manquèrent pas pour tenter de rétablir des relations pacifiques
entre les cognitivistes mentalistes, quelque peu encroutés, et les très courageux nouveaux antimentalistes bien en cours. Malheureusement, ces démarches oscillèrent entre l'ironie et la cajolerie vis-à-vis des mentalistes. C'est ainsi que Dennett proposa que nous fassions comme si c'était l'intentionnalité qui poussait les gens à se comporter de telle ou telle manière. Il serait toujours temps, plus tard, de jeter ces notions trop floues aux oubliettes, lorsque nous aurions constaté qu'elles n'étaient d'aucune utilité. Paul Churchland accepta cette démarche à contre-cœur, tout en maintenant qu'il faudrait bien expliquer pourquoi les gens tenaient tant à leur mentalisme erroné. La psychologie populaire a bien l'air de décrire ce qui se passe réellement, mais comment concevoir qu'une croyance, un désir ou une attitude puisse être la cause de processus qui se déroulent dans le monde physique, celui de l'ordinateur? Il fallait que l'esprit, dans son sens subjectif, soit un épiphénomène, que le système informatique produit dans certaines conditions, et dans ce cas, il ne peut être la cause de quoi que ce soit, ou qu'il ne soit qu'une façon de parler d'un comportement après qu'il ait été constaté, c'est-à-dire encore une fois un produit. Auquel cas, nous aurions encore affaire à un comportement, et il ne restait plus qu'à affiner l'analyse linguistique. N'oublions pas Jerry Fodor et son nativisme. Ne s'agissait-il pas d'un sous-produit de processus inné présent dans le système? Nous aurions alors affaire à un effet plutôt qu'à une cause. Une autre offensive se déroula en même temps contre le concept d'agent. Dans l'ensemble, les cognitivistes ne trouvaient rien à redire à l'idée que le comportement est dirigé, et même dirigé vers des objectifs. Si cette direction est déterminée par le choix qu'opère l'ordinateur à partir du critère d'utilité des différentes sorties possibles, il ne s'agit de rien d'autre que de la théorie du choix rationnel, et c'est tout à fait acceptable. Mais en dépit de toute sa bonne volonté, la science cognitive demeure circonspecte, car le concept d'agent implique que la conduite de l'action a lieu sous l'empire de l'intentionnalité. Dès lors, l'action fondée sur un désir, une croyance, sur des obligations morales, ne saurait être acceptée par des cognitivistes dignes de ce nom. Ce serait admettre quelque chose qui ressemble au libre arbitre dans l'univers des déterministes. Certains résistèrent à ce nouvel anti-intentionnalisme, les philosophes John Searle et Charles Taylor, le psychologue Kenneth Jergen ou l'anthropologue Clifford Geertz furent de cela. Mais le déferlement informatique submergea et marginalisa leur point de vue.